Le New York Times rapporte qu'une guerre serait imminente dès la semaine prochaine et qu'elle viserait les infrastructures énergétiques de l'Iran. Le renforcement militaire est en cours. Il y a des informations selon lesquelles l'un des pays du Golfe, je crois que c'est le Koweït, verrait une importante concentration de forces ce week-end. Tout semble donc indiquer l'impensable, la poursuite de la guerre. Et les premiers signaux, surtout du côté israélien, laissent entendre que la prochaine phase inclurait des frappes contre les infrastructures énergétiques iraniennes. Oui, j'ai vu certains des mêmes commentaires. Et tu parlais de l'interview avec Sean Hannity. Trump en a aussi fait une avec Bret Baier à peu près à la même période. Et Bret lui a posé quelques questions assez dures. L'une d'elles, c'était « Est-ce que tu vas réussir à faire plier l'Iran? Est-ce qu'ils vont rouvrir le détroit d'Ormuz? Et est-ce que tu as eu de l'aide de Xi Jinping ?» Et là, il a un peu tourné autour du pot sur la partie Xi Jinping. Évidemment, la réponse était non. Mais ensuite, il a affirmé, sans aucune preuve, que non, ils allaient rouvrir, qu'ils allaient forcément rouvrir, qu'ils allaient capituler et qu'on allait obtenir ce qu'ils veulent. Il a ajouté que l'Iran avait utilisé le détroit d'Ormuz comme une arme à plusieurs reprises depuis 40 ans, qu'il l'avait déjà fermé. Personnellement, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas de quoi il parle ou s'il invente complètement, je n'en sais rien. Mais il a dit qu'il ne ferait pas ça avec lui et qu'ils allaient rouvrir le détroit, c'est sûr. Il a laissé entendre que ça pourrait être soit grâce à une sorte de grand accord négocié, soit parce qu'il serait prêt à intervenir à nouveau. Et en plus du rapport du New York Times dont tu parlais, j'en ai vu un autre juste avant de venir dans ton émission. Il disait que les États-Unis et Israël sont en train de discuter en ce moment et qu'une décision pourrait être prise d'ici 24 heures, peut-être dès demain, et qu'il pourrait se passer quelque chose dès lundi. Je veux dire, on ne va pas le découvrir comme ça. Le truc, Mario, c'est qu'est-ce que tu peux faire d'autre? C'est ma prochaine question. On a déjà vu toutes sortes de fuites de renseignements. Et puis franchement, le simple bon sens. On en parle depuis longtemps. J'ai reçu plein d'experts dans mon émission, bien avant que la guerre ne commence. Et c'était évident. Militairement, c'est une situation impossible à résoudre. Tu ne peux pas simplement gagner, même en théorie, texture, juste avec des bombes. Tu peux pas bombarder quelqu'un jusqu'à ce qu'il se soumette et qu'il fasse ce que tu veux, sans même une composante terrestre pour le menacer, comme dans la guerre d'Irak, ou plutôt les deux guerres d'Irak, avec l'invasion. Mais à cause de la géographie, même ça, même avec une armée d'1 million d'hommes, ce ne serait pas suffisant, parce que la difficulté défensive est bien trop grande, même face à toute la puissance combinée qu'on a. Donc, tu ne peux pas les forcer. On a vu que tous ces sites de missiles dans les montagnes, 30 sur 33 apparemment, sont de nouveau pleinement opérationnels. Et ça, c'est seulement ceux qui sont sur la côte. Il y en a encore des dizaines, plus profondément à l'intérieur du pays. Donc, vous ne pouvez pas les vaincre militairement. Alors, pourquoi vouloir y retourner et recommencer, alors qu'il est presque certain que l'Iran répondra coup pour coup? Si vous touchez à leur énergie, ils frapperont ailleurs. D'après tout ce que l'Iran répète publiquement, encore et encore, la liste des cibles est déjà prête. Il ne reste plus qu'à appuyer sur les boutons d'exécution, et les missiles commenceront à voler, comme pendant les 48 premières heures, quand la guerre a éclaté en février. C'est exactement ce qu'ils ont fait à ce moment-là, et tout porte à croire qu'ils sont prêts à refaire la même chose aujourd'hui. Alors, pourquoi s'engager sur une voie qui ne ferait qu'aggraver profondément les problèmes économiques et agricoles mondiaux déjà en train de s'accumuler jour après jour, au lieu de faire ce que je préconise pratiquement à chaque fois que je prends la parole, s'en aller. Il n'a qu'à déclarer la victoire. Trump est très fort pour ça. Il déclare la victoire et s'en va. Parce qu'il n'y a pas
Enfin, on pourrait se dire, pourquoi pas un accord négocié? Eh bien, Trump ne peut pas. C'est un poison pour lui, parce qu'il a diabolisé tout ce qu'Obama avait fait avec l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, le JCPOA, qui était bien meilleur que tout ce qu'on pourrait obtenir aujourd'hui. Donc, il ne peut pas conclure un accord qui serait bien en dessous de celui d'Obama. Du coup, à mes yeux, il ne reste que deux options. Soit il s'en va en proclamant la victoire, soit il se lance dans une opération militaire. Et franchement, je n'imagine pas Donald Trump simplement partir en laissant tout ça non résolu. Donc pour moi, on revient à la probabilité d'une guerre catastrophique et autodestructrice. Oui, j'aime bien discuter avec toi, parce qu'on est souvent sur la même longueur d'onde. On est optimiste ou pessimiste, selon les nouvelles qu'on reçoit, selon comment les choses évoluent. Mais là, franchement, ça ne s'annonce pas bien du tout. C'est sans doute le moment où je me sens le plus pessimiste depuis le début de la guerre. Tu disais, à quoi bon lancer d'autres frappes militaires? La seule chose qui a un peu de sens, enfin, qui a du sens par rapport aux autres options militaires, ce serait une frappe de décapitation. Il y a des rapports qui disent que Mojtaba Khamenei serait la raison pour laquelle l'Iran a des exigences aussi fortes. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, parce qu'on pourrait se retrouver avec quelqu'un d'encore pire. Et il y a sûrement des membres des gardiens de la Révolution qui sont encore plus maximalistes que Mojtaba Khamenei. On a déjà vu que les frappes de décapitation se sont terminées de façon spectaculaire, et pas dans le bon sens. Mais dans leur esprit, peut-être qu'ils ont des renseignements indiquant qu'une autre frappe de ce type pourrait, à terme, amener une direction plus disposée à faire des compromis. Moi, je n'y crois pas, mais c'est la seule explication qui tienne un peu la route. Parce qu'une invasion totale, les ressources ne sont tout simplement pas là. Frapper leurs missiles souterrains. Eh bien, d'après le New York Times et CNN, désolé, mais 90% d'entre eux sont de nouveau opérationnels. 90%. Donc gaspiller toutes ces munitions pour ne détruire que 10%, ça montre bien que tout le reste est numériquement impossible. La seule option qui est, disons, 5 ou 10% de logique, c'est une frappe de décapitation. Mais franchement, je ne vois pas de scénario crédible. Ah, et l'autre possibilité, c'est de viser les infrastructures énergétiques. Mais ça, ce serait en gros Trump sacrifiant le Golfe. Ouais. Exactement. En gros, Trump est en train de sacrifier l'économie mondiale. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. La seule raison pour laquelle le pétrole était, je crois qu'il a fini à 105 hier sur le WTI, c'est à cause de tous les déversements de la réserve stratégique un peu partout qui ont compensé la perte de pétrole venant d'autres stocks. Mais ces réserves-là sont en train de s'épuiser. Même chez nous, elles sont presque à sec. Je pense qu'il n'y a que la Chine qui a encore une vraie capacité de réserve, et on verra bien jusqu'où ils sont prêts à aider le reste du monde. Mais une fois que ces niveaux atteignent un seuil critique et que le détroit reste fermé, là tout va exploser. Les prix vont continuer à grimper parce qu'il n'y aura tout simplement plus la possibilité physique de faire du commerce. On ne peut pas faire de PIB sans énergie. C'est une corrélation directe. Si on la réduit de 10 ou 12%, eh bien l'activité économique baissera aussi de 10 ou 12%. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Tout ça sera sur la table si on se lance là-dedans. Et franchement, cette histoire de décapitation, c'est complètement fou. Combien de personnes ont été assassinées par Israël au cours des 15 dernières années, à peu près? Regardez simplement le Hezbollah. Ils ont assassiné Hassan Nasrallah et presque tout le haut commandement, et ça les a freinés pendant un moment. Et ensuite, évidemment, comme je l'ai constaté à chaque fois qu'on a fait la même chose avec les talibans, pendant toutes mes années à participer ou à être déployé en Afghanistan ou en observant ce qui se passait en Irak.
Avant ça, à chaque fois qu'on éliminait un dirigeant clé, ça les ralentissait un peu, ils le remplaçaient et ils continuaient. Mais cette fois, c'est encore pire de notre point de vue, parce qu'ils avaient déjà tout prévu. Et c'est vrai, ils avaient mis en place tout un système, 3 ou 4 niveaux de remplaçants pour presque chaque poste. Donc dès qu'un est éliminé, un autre prend sa place. Le pays est trop grand. La bureaucratie, le système de gouvernement, tout ça est trop vaste. On ne peut pas tuer le gouvernement. Et même si on élimine quelques personnes ici ou là, il y en aura toujours d'autres pour les remplacer. Penser que ça a ne serait-ce que 5% de chance de marcher, c'est une illusion. Tout ce que ça fera, c'est les mettre encore plus en colère. Et ils ont déjà des mécanismes prêts pour riposter. Donc, peu importe la manière dont on regarde la situation militaire, c'est un jeu perdu d'avance pour nous. C'est une bonne comparaison. Tu dis que dans plusieurs guerres, pas seulement les plus récentes au Moyen-Orient, les frappes de décapitation échouent presque toujours. Et surtout, quand le régime est fondé sur une idéologie. Quand un gouvernement repose sur une idéologie, cette idéologie suffit à maintenir la structure et des objectifs communs. Contrairement au Venezuela, que certains aiment citer comme autre exemple, où ce n'est pas idéologique, mais surtout financier. Et puis tu parles de Mustapha. Mustapha est dans une situation aujourd'hui, et je l'ai déjà dit, quand on perd ses enfants, sa famille, sa femme, peu importe qui on est, ça change complètement la façon de penser. Et lui, en ce moment, il accepte ça, tout comme son père. Il accepte même que ça puisse le mener à la mort, parce qu'il estime que la cause est plus noble. C'est une cause plus importante, qu'il dépasse. Et encore une fois, il a déjà perdu la majorité, ou du moins une partie, de sa famille. Oui, simplement en tant qu'être humain. Je veux dire, qui parmi nous dirait non, je veux juste vivre, je ne veux pas me faire tuer ici, après toute cette mort et cette destruction qui ont frappé ta famille, tes enfants, tes parents, c'est tout simplement révoltant. Et maintenant, c'est toi qui contrôles ce qui va se passer ensuite. En plus, tu portes le poids du pays sur tes épaules. Alors tu vas pas trop te soucier de ta propre santé, ni même de la vitalité de ton pays. Tu feras tout ce qu'il faut pour y aller. Et il voit bien que son pays souffre beaucoup, lui aussi. J'ai vu un reportage, juste avant de venir dans votre émission, qui disait que l'économie iranienne est vraiment en difficulté, avec de grosses pertes d'emplois. Il y a un manque de nourriture et d'autres produits essentiels. Les gens souffrent, ils peinent à s'en sortir. Ils peuvent tenir longtemps, ils ont l'habitude, mais il voit bien qu'en ce moment, il traverse une période très dure. Et je pense qu'il aimerait vraiment que ça s'améliore, oui. Et puis, on voit les pays du Golfe passer à l'action. L'Arabie saoudite parle d'un genre de pacte de non-agression. Et de l'autre côté, l'Iran vise clairement les Émirats arabes unis. Franchement, ça devient un peu inquiétant. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré « Celui qui trahit en secret sera exposé en public ». Ça fait suite aux propos d'Arakchi, qui disait en gros « Je ne voulais pas aborder ce sujet pour essayer de réparer un peu les relations après la guerre. Mais après ce qu'ont dit les Émirats, je ne sais plus exactement ce que leur ministre des Affaires étrangères a déclaré. Je crois qu'il critiquait les attaques de l'Iran. Et là, Arakchi a répondu « Écoutez, il faut qu'on en parle. » Les Émirats étaient justement le pays qui essayait de rassembler une sorte de groupe de pays du Golfe pour riposter contre l'Iran. Ils avaient plusieurs agents du Mossad. Vous savez, Israël a aussi lâché les Émirats arabes unis. Netanyahou, ils ont publié un communiqué, Netanyahou est venu aux Émirats, et ensuite, d'autres médias israéliens ont rapporté que les chefs de l'armée et du Shin Bet s'y étaient rendus aussi. Donc je pense qu'il y a une vraie tension entre les Émirats et l'Iran. Une tension qui pourrait, on le craint,
dégénérer en quelque chose de plus grave pour la région. On croise les doigts. J'espère que les esprits pragmatiques l'emporteront. Une autre question, à propos de la Chine, que je voulais vous poser et que j'ai encore du mal à comprendre. J'en parlais justement avec Nima, il y a environ 1 heure, à propos d'un communiqué de la Maison-Blanche. D'après eux, Xi Jinping aurait dit que la Chine allait acheter davantage de pétrole américain pour se diversifier et ne plus dépendre du détroit d'Ormuz. Très peu de gens en parlent, et je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Apparemment, des cargos chinois accostent déjà dans des ports américains. Est-ce que c'est Trump qui envoie un signal, ou la Chine qui anticipe? Ou bien les deux, qui s'accordent sur le fait que la guerre va continuer? Et dans ce cas, Trump ferait un geste envers la Chine en lui proposant du pétrole américain pour l'aider à se diversifier, en prévision de ce qu'on évoquait tout à l'heure, la poursuite du conflit, les États-Unis frappant les infrastructures énergétiques iraniennes, et la Chine s'attendant à ce que celle du Golfe soit touchée aussi. Je veux dire, oui, c'est tout à fait possible. Il y a tellement de choses que ça pourrait être, mais ça pourrait aussi être simplement Trump. Franchement, je n'hésite pas à le dire. Je pense qu'il est en déclin cognitif. Beaucoup de ce qu'il fait n'a tout simplement aucun sens, parce qu'à mon avis, il a du mal à relier les choses entre elles, et il pourrait très bien accepter quelque chose comme ça sans qu'on en retire quoi que ce soit. Si tu proposes à la Chine, « Hey, vous voulez venir prendre un peu de notre pétrole ?» Oui, bien sûr, pas de problème. On prend votre pétrole, on vient le chercher. Et si de notre côté, on n'obtient rien en échange, s'il n'y a pas de donnant-donnant, alors il faut se demander, qu'est-ce qu'on y gagne, nous, à vous donner notre pétrole? Parce que regardez, la seule raison pour laquelle on peut exporter beaucoup plus de pétrole en ce moment, Trump ne cesse de se vanter de tous ces super pétroliers vides qui arrivent ici pour se remplir au Texas, en Louisiane ou en Alaska, c'est qu'on puise dans nos réserves stratégiques de pétrole. C'est la seule raison pour laquelle on a du pétrole en plus à exporter. Parce qu'en temps normal, on a une quantité fixe. C'est un système qui fonctionnait avant cette guerre. Et on ne peut pas simplement, disons, ouvrir un robinet et faire sortir le pétrole du sol plus vite. Ça ne marche pas comme ça. Donc la seule chose qu'on peut ajouter aux exportations, c'est ce qu'on retire de nos réserves stratégiques, qui sont censées servir à notre sécurité nationale, pas à faire plaisir à la Chine. J'aimerais donc voir ces chiffres et comprendre comment ça entre en ligne de compte dans ce qu'il serait prêt à faire avec la Chine. Et on verra bien si ça se concrétise. Oui, et les gens ne se rendent pas compte que les États-Unis sont aussi un importateur net de pétrole brut s'ils en produisent beaucoup. C'est un fait important. Oui, vraiment. Il y a une autre chose que Trump a dite. Il a reconnu que la récupération de l'uranium, c'est surtout une question d'image pour les médias qu'il appelle fake news. Il a dit, je cite, « Je ne pense pas que ce soit nécessaire, sauf d'un point de vue de relations publiques. Je crois que c'est important pour les fake news qu'on le fasse en ce qui concerne l'uranium enrichi. » Il dit que les sites sont complètement détruits, que les reconstruire prendrait 25 ans et que les États-Unis les surveillent en permanence, 24 heures sur 24. On sait exactement ce qui s'y passe. Donc ce que j'espère, c'est que ça montre que Trump prépare sa base MAGA à accepter l'idée qu'on va se retirer sans même récupérer l'uranium enrichi. Mais ensuite, il va leur présenter ça comme une histoire. Et honnêtement, ce n'est pas une mauvaise histoire. On les surveille. Et certains analystes m'ont dit ceci. Si nous décidons d'agir, enfin, si les États-Unis le font vraiment, alors ils savent que c'est très probablement enterré sous terre. Si les Iraniens essayent de le déterrer, il pourrait y avoir une frappe limitée contre les infrastructures iraniennes qui s'en chargent, celles qui extraient l'uranium enrichi. Autrement dit, une bonne façon de le confisquer.
au lieu de conclure un accord maintenant pour le sortir du pays, ce serait de s'assurer qu'il reste au même endroit et de veiller à ce que l'Iran ne le déterre pas. Ce serait donc un scénario possible, une option un peu plus optimiste dans cette situation. Je ne sais pas si vous voyez les choses de la même manière. Eh bien, on peut l'interpréter de plusieurs façons. La première, c'est que Trump essaie en même temps de préparer le terrain pour plusieurs choses différentes. Soit la théorie du retrait, que je défends depuis un moment, en disant « Oui, on a détruit tout ça, leur marine, leur armée de l'air, leur défense aérienne et tout le reste. On a tué plein de gens, puis tout anéanti. Il leur faudra 20 ans pour reconstruire. » Donc ça pourrait correspondre à ce récit-là qu'il essaie de mettre en place. Ça, c'est une théorie. L'autre, c'est que tout ça montre encore une fois les signes de son déclin cognitif. Dans cette partie-là, il perd la capacité de décider ce qu'il dit et ce qu'il garde pour lui. C'est vrai. Ça pourrait très bien être vrai qu'ils se disent « Bon, je fais ça juste pour l'image. Il n'y a pas vraiment d'idée derrière. On ne va pas aller plus loin. » Et au lieu de garder ça pour lui, il dit tout haut ce qu'il devrait penser tout bas, parce qu'il perd son filtre. Le danger, c'est qu'on se dise « Ah non, il a tout prévu, il a un plan. » Mais je te le dis, Mario, j'ai de plus en plus de mal à voir le moindre plan sur n'importe quel sujet chez Trump. Ce n'est même plus du donnant-donnant, c'est juste instantané. Peu importe ce qu'il a sous les yeux, il prend une décision sur le moment. Et il y a tellement de gens autour de lui qui lui soufflent à l'oreille, essayant, je pense, d'exploiter cette faiblesse et de le convaincre de prendre une décision dans leur sens. Du coup, ils se servent de lui pour faire ce qu'ils veulent. Et d'après, je crois que c'était The Atlantic, il y aurait apparemment pas mal de voix de mon côté sur ce sujet qui essaient de le convaincre de suivre la théorie du retrait. Ah, Robert Kagan. Et puis, tous les autres. Kagan pourrait en faire partie, mais il semblerait qu'il y en ait plusieurs autres à l'intérieur. Et puis, il y a ceux qui disent « Non, non, il faut repartir en guerre. Alors, on verra bien qui va l'emporter. » D'accord. Donc vous dites que d'après The Atlantic, il y a des gens dans le premier cercle de Trump. Certains lui disent « Écoute, la moins mauvaise option, c'est de simplement se retirer. » Et d'autres, au contraire, essayent de le pousser à continuer la guerre. Donc il va y aller. C'est exactement la même situation qu'avant la guerre. Il a deux voix dans sa tête, et il a écouté celle qui l'a convaincu de la commencer. Et j'espère, et j'ai une autre source qui a un accès très haut placé à la Maison-Blanche, qu'il y a là-bas des gens vraiment bien positionnés qui défendent cette idée de se retirer. La vraie question, c'est de savoir si Trump est capable, et désolé d'insister là-dessus, s'il est capable de se dire « Tous ceux d'entre vous qui avez plaidé pour la guerre, c'est les mêmes qui disaient que ça allait marcher. Et vous aviez complètement tort. Pourquoi il les écouterait? Logiquement, il ne le ferait pas. Logiquement, il n'aurait même pas fait le premier pas. Mais maintenant, ce serait totalement irrationnel de les écouter à nouveau, au lieu d'écouter ceux qui, la dernière fois, avaient eu raison. S'il est capable de prendre une décision logique. Oui, c'est un peu comme au lycée. T'as ce pote qui te dit « Allez, fais ça, vas-y, fais-moi confiance, fais-le. » Et au final, tu te retrouves dans les ennuis. Le lendemain, tu l'écoutes encore et rebelote. C'est un peu le truc du genre. Trompe-moi une fois, t'es un idiot. Trompe-moi 2 fois, c'est moi l'idiot. Quelque chose comme ça. Je voulais parler de l'Ukraine parce que c'est évidemment un sujet que tu suis depuis des années. Ah, et en regardant un peu les dernières évolutions, d'après les infos disponibles, on a l'impression que la situation est en train de changer, selon certains indicateurs. D'après l'ISW, la Russie a perdu du territoire en avril, pour la première fois depuis, je crois, août 2024, si je ne me trompe pas. En plus,
son rythme d'avancée ces derniers mois a nettement ralenti, surtout depuis la fin de l'année dernière. Et évidemment, l'Ukraine vise de plus en plus leurs infrastructures énergétiques, leurs raffineries de pétrole et leurs réseaux logistiques, de manière assez agressive. Par ailleurs, pour compenser le manque de main-d'œuvre, l'Ukraine utilise très bien la robotique. Donc si on met tout ça bout à bout, on a l'impression que la situation commence à pencher un peu en faveur de l'Ukraine. Est-ce que c'est bien le cas ou pas? Non, c'est pas exact. Il y a bien eu une réduction claire de l'avancée du côté russe. Je crois que c'était en février et en mars que c'était quasiment nul. Pas de gain, pas de perte. C'est ce que vous venez de dire. Pour moi, c'est une surprise concernant l'ISW, parce que ce que j'avais vu, c'était l'inverse, qu'ils avaient repris le rythme en avril et que maintenant, en mai, ils accélèrent à nouveau. Ils recommencent à passer à l'offensive et à prendre du terrain, surtout au cours de la dernière semaine environ. Ils ont clairement recommencé à gagner du terrain. Du côté ukrainien, il y a eu plusieurs contre-attaques à l'échelle opérationnelle, dans plusieurs zones, en particulier dans la partie centrale du front. Mais la Russie est en train de faire un autre mouvement assez important en ce moment, à Zaporizhzhia, dans le sud, et aussi plus au nord dans la région de Kharkiv. Donc, je conteste un peu ce que dit l'II en ce moment, même s'il y a eu certains éléments. Mais il y a aussi des signes que la Russie se prépare à quelque chose de bien plus grand vers la fin du printemps ou le début de l'été. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle s'est contentée de maintenir ses positions, de garder le feu actif et de continuer à envoyer des drones et d'autres moyens du côté ukrainien. Pas parce qu'elle est bloquée et qu'elle ne peut plus avancer, mais parce qu'elle a choisi de ne pas aller plus loin pour l'instant, afin de renforcer sa puissance de combat et de préparer une offensive plus importante maintenant. Et on pourrait bien voir la première étape de tout ça à Zaporizhzhia, parce qu'il y a eu, ces 3 ou 4 derniers jours, des efforts assez coordonnés dans cette zone. Mais Gerasimov, le général et chef d'état-major du côté russe, a annoncé aujourd'hui qu'ils avaient désormais complètement pris tout le Louhansk. Il a ajouté qu'il déplaçait maintenant, je crois que c'était la 25e armée, en direction de Kharkiv, au nord. Donc apparemment, ils vont aussi ouvrir un front là-bas. Pour moi, le plus gros problème, même en mettant de côté ce qui se passe sur la ligne de front, c'est que j'ai reçu hier dans mon émission l'ambassadeur Polyansky, le représentant russe, auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Je lui ai posé des questions assez dures parce qu'il y a un certain Sergei Karaganov et quelques autres qui ont déclaré publiquement, notamment dans l'émission de Glenn Diesen, qu'ils pensaient qu'il faudrait lancer des frappes avec des armes conventionnelles sur des cibles en Europe de l'Ouest. C'est ce qu'il a dit dans l'émission de Glenn. Il a expliqué qu'il avait défendu cette idée auprès du gouvernement. Et il a ajouté que si cela ne dissuadait pas les pays occidentaux, alors il faudrait passer aux armes nucléaires tactiques. Il l'a dit franchement, sans détour. Alors je me suis dit, d'accord, c'est une chose quand c'est un peu comme Jack Keane aux États-Unis. Trump l'écoute au téléphone, donc on ne peut pas l'ignorer, mais ce n'est pas un responsable du gouvernement. Et donc, Dmitry Polyansky a dit dans l'émission, écoutez, il est peut-être déjà trop tard, parce qu'ils ont franchi tellement de nos lignes rouges. Ils ont permis l'utilisation de l'espace aérien dans les pays baltes pour que des drones puissent entrer et nous frapper dans le nord. Et il a ajouté que ces tactiques, ces frappes à longue portée, qui touchent maintenant de plus en plus profondément le territoire russe, ne peuvent pas se produire sans la technologie, le renseignement et le ciblage occidentaux, entre autres. Et il a conclu, vous êtes donc désormais directement impliqués dans la guerre.
La seule chose qui ait vraiment du sens, c'est qu'on frappe vos usines de drones et de missiles, les endroits où vous fabriquez ce que vous laissez l'Ukraine utiliser contre nous. Et j'ai dit, enfin, ça ce serait une situation relevant de l'article 5. On pourrait littéralement se retrouver dans une guerre directe. Et il m'a répondu, oui, je vois ce que tu veux dire, et j'espère que ça n'arrivera pas. Mais il a ajouté, à ce stade, je pense qu'il est peut-être déjà trop tard. J'étais sidéré. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça. Je pensais qu'un diplomate serait plus nuancé, qu'il dirait quelque chose comme « peut-être, peut-être pas », mais il s'est approché autant qu'un diplomate peut le faire pour dire « cette décision est déjà prise ». Donc on dirait que les choses commencent à se mettre en place. Et c'est vraiment troublant. Personne ne peut croire ça. J'ai parlé à beaucoup de gens dans l'Ouest, et ils disent que la Russie ne ferait jamais une chose pareille. Ils savent que ce serait l'article 5, donc ils ne vont pas le faire. Et voilà le problème, Mario. Dès le départ avec Biden, on s'est enfermé dans une position. On avait peur de toutes sortes d'escalades si on faisait ceci ou si on leur donnait tel système d'armes. Et au final, on a tout fait. Et la Russie n'a jamais réagi au-delà de ses frontières. Alors, on a fini par croire qu'elle ne réagirait jamais. Mais ce n'est pas un bon pari. C'est ce que Polyansky a dit dans l'émission. Il a dit que ce n'était pas un bon pari de croire qu'il n'y a pas de ligne rouge russe. Et on pourrait bien le découvrir bientôt. Donc oui, ça m'inquiète.